Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Tu peux passer ta vie à avoir peur de la dépression. Et moi, j'ai fait le choix de me dire non, je vais établir un système de vie avec des valeurs de vie qui me vont en fait, qui vont m'empêcher de tomber en dépression. Premier épisode de ce nouveau podcast Les gens qui doutent où je discute avec des personnes qui font palpiter mes neurones, des personnes créatives, brillantes, qui donnent envie de devenir quelqu'un de mieux. Mon premier invité de la saison, c'est quelqu'un qui rassemble toutes ces caractéristiques. C'est l'humoriste Kian Kojandi, que vous avez probablement découvert dans Bref, dont il était le personnage principal, qu'il a co-créé avec Navo. Juste après, et toujours avec Navo, il a créé Bloqué avec Ringer Elsan, puis Serge Le Mito avec Jonathan Cohen. Et parallèlement à ça, il fait du stand-up. Il a présenté son spectacle Pulsion pendant 4 ans. Pulsion qui vient d'ailleurs de sortir au complet sur YouTube. Et là, il vient d'annoncer la tournée de son nouveau show qui s'appelle Une bonne soirée et qu'il présentera un peu partout en France, Belgique et au Luxembourg. Il est venu le rôder à Bruxelles il y a quelques semaines au Kings of Comedy Club et j'ai eu la chance de faire la première partie d'une des représentations. Et le lendemain, il a accepté qu'on se pose au Harmon Hotel pour discuter un peu de plein de choses, de la pression qu'il avait pu ressentir aux différents moments de sa carrière, de son nouveau spectacle évidemment, et de la façon dont il l'a construit, de la façon aussi dont il parle de choses tragiques en comédie, de la dépression qu'il a faite quand il avait 25 ans et de tout ce que ça a changé dans sa vie. Donc de plein de choses que j'ai trouvées vachement intéressantes. J'espère que ce premier épisode vous plaira autant qu'à moi. Dans les interviews que j'ai écoutées de toi, j'ai eu l'impression que t'étais de la bienveillance avec des jambes. Et c'est un truc qui est assez curieux parce que genre t'es quand même fort connu, t'as fait pas mal de choses qui ont marché. En gros, tu devrais me la raconter et te cracher à la gueule. Pourquoi t'es resté gentil ? Tu sais qui je suis, moi. Je suis connu, moi, ok ? Je suis connu, tu sais qui je suis ? Non mais genre je t'ai envoyé juste un mail en disant genre hey, j'ai aucun épisode de ce podcast à te faire écouter parce que j'en ai encore jamais fait, mais est-ce que tu veux le faire ? Et t'as dit oui, pour aucune raison. Pourquoi tu fais ça alors que t'en as pas besoin ? Avant de faire ce podcast, je me suis posé 2 questions. La première, c'est est-ce que j'ai des trucs à dire ? Parce que j'ai fait beaucoup de podcasts, j'ai fait beaucoup d'interviews, de trucs comme ça. Pendant 6 ans, 7 ans, je me suis beaucoup, pas asséché, mais j'avais l'impression de m'assécher un peu de... Tu sais, qu'on te tire les verres du nez. Mais en fait, quand tu fais une interview, tu dis des choses des fois où le simple fait de poser les mots, ça te fait créer l'idée. Donc je me suis dit, bon, fais-le, comme ça va te stimuler à créer des idées, peut-être, ça va t'amener dans des endroits où tu n'auras pas l'habitude. Puis j'avais l'impression que tu voulais faire un truc un peu nouveau. Et puis un peu dans la veine de ce qu'on aime bien, comme les podcasts comme Nouvelle École, comme le Café au Losset, où ça parle d'humour et ça parle d'un peu plus, peut-être des fois de profondeur. Donc je me dis, bon, pourquoi pas tenter, on va revoir un peu ce qu'on va dire. Puis c'est pas parce que j'ai été un jeune artiste et j'aurais énormément aimé qu'on me fasse confiance. Faut jamais oublier que les plus grands albums, les albums les plus légendaires de la musique et tout ont été composés par des mecs de 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans, ou des jeunes artistes, des gens qui n'avaient jamais rien fait avant et qui on a donné une confiance. Il y a un nectar, il y a un truc, il y a un pétrole, tu vois, un truc qui est resté longtemps sous les couches quand t'es un jeune artiste. Et c'est pour ça que les premiers albums sont des œuvres majeures. Genre tu fais genre what the fuck. Il y a un truc quoi. Il faut toujours faire confiance aux jeunes talents. Faut pas sous-estimer les gens qui n'ont pas forcément fait beaucoup de choses ou des choses très prestigieuses, peu importe. C'est Sacha Guitry qui disait, alors qu'il était à la fin de sa vie, un matin il se réveille, il a un rendez-vous avec un jeune auteur et il y a son majordome qui le voit se préparer, de mettre de beaux habits, de beaux vêtements dans son bel hôtel particulier. Et le majordome lui dit, mais monsieur Guitry, pourquoi vous vous habillez aussi bien ? Ce n'est qu'un jeune auteur. Il dit, car vous savez monsieur qu'aujourd'hui j'ai rendez-vous avec le futur. Et je trouvais ça très beau. Il y a une richesse chez les gens et ça se trouve, je vais sortir grandi de cette interview. Et comme tu sais que je cherche à m'améliorer, c'est vrai, parce que je suis pas parfaite du tout. J'ai compris des trucs, j'ai compris pas mal de trucs, mais j'ai encore beaucoup de trucs à comprendre. Peut-être que je vais comprendre des trucs sur cette interview. Est-ce que tu es devenu la personne que tu aurais voulu être quand tu étais gosse ? Je suis beaucoup mieux que ça. Parce que j'ai des chevaliers Zodiac et je suis comique. C'est-à-dire que j'ai eu les chevaliers Zodiac que je voulais comme dans mon enfance. Je les ai eus, voilà. Tous ? Je les ai eus tous. Une référence à mon spectacle, mais j'avais les jouets de mon enfance et je fais exactement ce que je faisais dans mon enfance, c'est-à-dire raconter des histoires. Bon, j'étais plus mythomane quand j'étais gamin, mais là, ça y est, je les raconte. Je raconte la vérité. T'as eu quoi comme genre d'enfance ? Parce que dans ton spectacle, tu dis une phrase, c'est « Si j'avais aimé mon enfance, j'aurais pas été comique ». Ouais. J'ai eu une enfance heureuse quand même. J'ai eu une enfance heureuse, mes parents ont bien fait leur taf et tout, il n'y a pas de souci. Je n'en veux à personne de quoi que ce soit. Mais je pense que c'est ma perception des choses qui fait qu'elles n'étaient pas en adéquation avec ce qu'on m'offrait forcément. Parce que je pense que j'étais un gamin assez lunaire, assez
J'étais hyper passif quand j'étais gamin. J'étais vraiment genre, ah bon, c'est comme ça la vie, ok, on y va, on avance. Et j'étais très passif, du coup j'ai subi beaucoup, sans rien dire, et j'ai développé une sorte de biceps, de muscles incroyables, de refoulement. De ne jamais ressentir la peine sur l'instant, mais de la ressentir genre 10 ans plus tard, vraiment. Je pense que c'est pour ça que j'ai fait une dépression à 25 ans. C'est ce genre de truc qui fait que tu cumules. C'est comme si tu avais un grand bureau et qu'il était rempli de dossiers de 1989, 93, 97. Et là, on est en 2003 et à un moment donné, tu dis, faut trier mon ami parce que le dossier, là, le bureau est en train de se péter la gueule. Donc j'ai commencé à gérer mes dossiers. Mais ouais, je pense que j'ai eu j'étais tellement lunaire que j'avais une capacité de refoulement de ouf. Si tu pouvais me dire faire du mal, sur le coup, ça m'aurait jamais fait du mal, mais j'aurais gardé cette information en moi. T'as été en colère ? En colère quand j'étais gamin ? Non, justement plus tard, du fait d'avoir refoulé tout ça. J'étais super arrogant, j'ai eu une phase d'arrogance terrible. À un moment donné, je me suis trompé même. Je pensais que exister, c'était... Tu sais, c'est comme dans les films américains extrêmement scriptés où quand le héros il est très timide, il se laisse marcher sur les pieds, puis un jour il se dit je vais changer. Et il commence à devenir un vrai connard. Et tout le monde dit non, tu fais le mauvais choix, c'est pas ça en fait. C'est pas de timide à vrai connard. Donc j'étais un peu ce gars arrogant, tu vois, un peu qui surenchérissait, qui aimait aller provoquer. Puis après, je me suis rendu compte que ça faisait du mal aux gens, donc je me suis trompé. Et je me suis même excusé auprès des gens à qui j'ai fait du mal. Et après, je suis redevenu en middle, c'est-à-dire timide, mais des fois, j'aime bien être là, j'aime bien rigoler. Puis après, je reviens dans ma caverne, et puis je repars, et je reviens, et je repars. Donc il y a ce truc-là. Et dans le film, à la fin, normalement, il a compris qu'en fait, il fallait qu'il accepte qu'il soit timide, mais qu'il ne fallait pas qu'il passe à côté des choses à cause de sa timidité, etc., etc., etc. Dans la structure d'un film, je trouve que ça marche bien. Et comment tu te rends compte que tu fais fausse route ? Tu sens que les gens te tournent le dos quand même. Ça, c'est un bon service qu'ils peuvent te rendre. Tourner le dos à quelqu'un qui est en erreur, plutôt que de lui reprocher en pleine face, ça marchera. Franchement, j'ai 36 ans, ça marche pas. Sincèrement, je reviens de ça. Tu sais, c'est pas bien quand tu fais ça. La personne va dire ah oui, tu as raison, je suis bête, c'est bon, c'est terminé. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Personne ne convainc les gens. On ne convainc pas les gens. Voilà, j'ai compris. Par contre, tu peux aider à dire juste, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Ça m'a fait de la peine. On peut dire ça m'a fait de la peine. Et puis voilà, ou laisser les gens des fois dans leur jus, quelques temps, quelques mois. Mais les laisser comprendre tout seul, sinon ça n'aura pas la même efficacité. Ça ne marche. Tu ne peux pas changer les gens. Tu ne peux pas convaincre les gens. Tu peux mettre toute la bienveillance que tu veux. Tu peux mettre toute la gentillesse que tu veux, l'assistance que tu veux. Tu ne changeras personne. Si ça ne vient pas d'elle. C'est le truc que j'ai compris. Peut-être que je me tromperai dans 10 ans. Comme je dis dans mon spectacle, peut-être que là, je suis le con de moi dans 10 ans. Et donc, quand j'aurai 46 piges, j'écouterai ce podcast en me disant mais qu'est-ce que j'étais con. Bien sûr qu'on peut changer les gens. Mais en tout cas, là, toutes mes méthodes ont été inefficaces de vouloir aider les gens et tout. Tu peux aider les gens en t'écartant parfois de leur chemin et que le manque qu'ils ont à ne plus te voir et la sensation d'avoir perdu quelque chose, se dire « Ah, pourquoi ?» Et à ce moment-là, c'est à eux de le faire le travail et de réavancer dans la direction et tout. Et puis ça peut être toi aussi qui as tort. C'est toi qui peux en vouloir à quelqu'un pour des mauvaises raisons. Et en fait, tu tournes le dos et en fait, tu te trompes et après, tu t'isoles et par le manque de la relation, tu dis « Ah, merde !» Est-ce que tu penses que la majorité de ton évolution, tu l'as déjà faite ? Et là, tu as juste un peu à ajuster ? Ou est-ce que tu penses que tu vas encore changer drastiquement comme tu l'as fait entre tes 26 et 36, par exemple ? Je sais pas. Totalement, je sais pas. Pour le coup, je ne sais pas. J'ai hâte de voir. Je suis très heureux de comment ça va en ce moment, donc je suis content. Ça va bien, c'est paisible, les rapports sont bons, c'est cool. Est-ce que tu as une période de latence en général, c'est dans la vingtaine de « Ok, j'ai une vie et je vais mettre quoi dedans ? Qu'est-ce que je vais faire ?» Genre, parce que je sais que tu as fait des études de droit, puis tu as fait du théâtre. Ouais. Tu as arrêté tes études de droit même si tes parents n'étaient pas du tout chauds à cette idée, il me semble. Ouais. Comment tu as su que c'était ça que tu devais faire ? Et est-ce que tu avais l'impression d'être à 100% en accord avec toi-même, avec ce choix-là ? Ah oui. J'ai fait un choix dans ma vie, c'est celui de venir à Paris et de faire du théâtre. Je m'en rappelle très bien. J'étais sur le banc du théâtre. Je venais de voir des scènes de théâtre, je rigolais et tout. Puis à un moment donné, j'ai regardé le banc et j'ai fait ça toute ma vie. Ça, toute ma life, je suis prêt à vivre ça tous les jours. Peu importe le sacrifice qu'il faudra faire, je veux vivre ça. C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu cette juxtaposition de qui je suis, ce que je veux faire, où je suis, ce que je veux être. Les planètes se sont alignées à ce moment-là dans mon cœur, dans ma tête, et je savais ce que je voulais faire.
T'avais quel âge ? 23 ans, 22 ans. Et quand j'étais en études de droit, j'étais comme dans la chanson d'Aurel et de Gringe, j'étais dans la place pour être. C'est-à-dire que je faisais des trucs qui forcément allaient me servir un jour, mais je ne le savais pas, et qui ont construit qui j'étais. Et pourquoi t'as fait du droit à la base ? Je sais pas. Ma mère voulait que je fasse du droit, j'ai dit ok. Je me suis laissé balloter en fait. Je faisais du commerce avec mon père, parce qu'il disait que c'était cool, donc je faisais du commerce avec lui. Je vendais des tapis, puis je faisais du droit, puis voilà. Je suis dans la vie active déjà depuis que j'ai 15 ans. Je travaille déjà depuis que j'ai 15 ans. Après, c'est dans la famille, donc je suis pas salarié, j'aurai pas des points de retraite, je t'avoue, à ce niveau-là. Mais ouais, je travaille, je sais ce que c'est que de... Enfin, j'ai baigné là-dedans d'ailleurs. J'ai baigné dans le... Oh, ça marche pas, oh là là... Ce mois-ci, ça marche pas, le commerce et tout. Et l'angoisse totale. Pourquoi le stand-up ? Tu faisais théâtre ? T'as fait stand-up ? 2003, 2005, 2006, Cours-Simon. 2006, 2007, première scène de stand-up. 2011, bref. Et bloqué en 2014, 15. Serge Le Mito en 2016, 17. Voilà, puis premier spectacle, L'abondance de ma vie en 2007. Mis en scène par Christine Juhat, où je parle de ma vie, mais surtout de films américains, de comparaison dans des films et tout. C'est un spectacle, une première version cool, mais qui est drôle. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré Navo, qui m'a dit « Putain, c'est cool, ça doit être cool d'écrire avec toi ». Donc c'était pas inutile en fait de faire ce spectacle. Même si moi, je prenais pas beaucoup de plaisir à le jouer, parce que j'étais très stressé, j'avais énormément le trac. Pendant 5 ans, 6 ans, j'ai eu le trac. Mais terrible, vraiment des tracs handicapants, quoi. De quoi t'avais peur ? J'avais peur d'avoir une angoisse sur scène. Ok. C'est nul, hein ? Ouais. Bah ouais, mais c'était le cas. Un jour, j'ai eu une angoisse sur scène devant 39 personnes. J'ai fait croire que j'avais une sciatique. Donc je suis resté assis comme ça, j'étais crispé d'angoisse et j'ai fait mon spectacle assis. Et ça a marché, hein. Mais j'ai menti, c'est pas bien. Et c'est quand que ton rapport à la scène a changé ? Là, il y a quelques temps. Là. J'ai fait Pulsion donc, en 2014, 15, 16, 17. Pulsion, ça a été le retour sur scène avec la notoriété. Ça a été compliqué. Hein. C'était pas facile, ça. Parce que les gens, ils ont une... Tu rentres, les gens, ils crient. Il y a une attente et tout. Donc ça peut être chambé. Tout le monde, tous les humoristes veulent en être là. Moi, je me rappelle très bien quand je faisais des petites scènes, des petits cabarets, je me disais, putain, ça va être trop cool. T'arrives sur scène, les gens, ils crient, tu vas kiffer, quoi. Ouais, c'est bien. Ça, c'est bien quand ton matos, il est sûr. Quand tes blagues, elles sont sûres et certaines. Quand tes blagues, elles sont en création, oh là 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 là, la pression de ouf. Gros track, même Pulsion, ça a été... En plus, Pulsion, c'était un texte très... Normalement, il va être sur YouTube, donc je sais pas si... quand ce podcast sera diffusé, j'espère que ce sera sur YouTube. C'est un spectacle qui est hyper viscéral, je parle de sujets assez noirs, durs, et on en rigole beaucoup, hein, mais c'est juste... J'avais peur de pleurer sur scène, j'avais peur d'avoir une angoisse sur scène et tout, et à la fin de Pulsion, j'ai commencé à débloquer un truc dans ma vie, à me dire vas-y, on s'en fout, de toute façon on voit. Et puis toute l'année, là, j'ai pas arrêté le stand-up. Dès que j'ai fini Pulsion, 10 jours après, j'étais sur scène avec des nouveaux textes. Parce que le stand-up, ça s'oublie, c'est le seul art. Si tu l'arrêtes, ça s'oublie. C'est pas comme le vélo du tout, vraiment. En 3-4 mois, t'as tout perdu, quoi. Faut tout... Vu que t'as déjà su en faire, ça revient vite, mais il y a une phase où ça revient, quoi, où t'as le track et tout. Tous mes potes stand-uppers, on a ça en commun. Si on arrête la scène, c'est horrible. On a le track derrière, mais un track, mais handicapant, quoi. La bouche sèche, les tremblotes, pardon, oui, la peur d'être jugé, enfin, c'est n'importe quoi. Donc j'ai pas arrêté pendant 1 an, j'ai cherché, je suis allé dans mes limites de, allez, on s'en fout, on prépare pas, on avance, on regarde, on va voir l'instant, qu'est-ce qui se passe sur l'instant. Et j'ai trouvé une fleur incroyable, l'instant, quoi. C'est-à-dire que maintenant, mon spectacle, je fais plus d'italienne. Avant je faisais d'italienne, je dis bon, il y a ça. Et italienne, ça veut dire que je répétais tout le texte avant de monter sur scène. Ça me saoulait. C'est un bon indicateur, hein. Quand ça te saoule, il faut pas le faire généralement. Parce que quand c'est contraignant, ça va pas le faire. En fait, maintenant, je monte sur scène et j'ai déjà tellement travaillé. Je me dis, ok, t'as déjà tellement travaillé avant que... T'inquiète pas, c'est pas grave, on n'est pas au mot près, on n'est pas à l'effet près, on n'est pas dans le perfection, on est dans le moment. Et hier, c'est ce qui s'est passé sur scène, c'était des beaux moments, quoi. Et c'est ce qu'il faut retenir, c'est juste des beaux moments. Ça peut être un bel épitaphe, ça, juste des beaux moments. Ou un album, juste des beaux moments, avec vous. Patrick Bruel. Là, j'ai 1 milliard de questions sur tous les sujets que tu viens d'aborder. Mais je t'écoute. Comment justement tu gardes genre Pulsion, tu l'as joué pendant 4 ans, comment tu gardes la même passion et la même... c'est comme en musique, comment est-ce que tu chantes des chansons d'amour concernant quelqu'un avec qui t'es peut-être plus, comment t'arrives à garder tout actuel ?
Bah, ce qui est bien avec la comédie, c'est que à force de répéter les choses, tu t'en détaches, t'en as marre, puis tu y reviens, puis tu retrouves le goût du truc. Il y a beaucoup de sketchs d'impulsion, de textes. À un moment donné, je les détestais, puis à un moment donné, je les adorais, c'était mes préférés. Puis après, je les détestais aussi, puis ça revenait. C'est cyclique, en fait. C'est pas constant, c'est pas genre j'ai fait le même texte. Et puis le spectacle vivant t'amène un truc totalement différent à chaque fois. Et des fois, tu trouves une blague que tu disais depuis 3 ans, et à un moment donné, tu la trouves, et il y a un applause à la fin de ta blague. Tu fais oh, je suis passé à côté de 3 ans d'applause. Oh non. Et il y a toujours une manière différente de dire le texte, de s'en détacher, de trouver des blagues. C'est mouvant, quoi. C'est pas fixe. C'est pour ça qu'on peut le faire. C'est pour ça que je pense que Patrick Borel, justement, il peut chanter. Je te le dis quand même 25 ans après. Tu parles de deuil dans ce spectacle, de sujets assez sombres. Lequel Pulsion ? Pulsion, ouais. C'est un sujet, moi, qui m'intéresse énormément et dont j'aimerais parler en comédie parce que je trouve que c'est un... Les spectacles que j'ai préférés dans ma vie, c'est genre du Anna Gatsby, du Patton Oswalt, du Daniel Sloss, des gens qui m'ont fait chialer autant qu'ils m'ont fait rire dans un spectacle. Ouais. Et Pulsion m'avait fait un peu cet effet-là. Je l'avais vu au Kings aussi il y a quelques années. Ah ouais, t'avais vu les premières versions ? Ouais. Les seules fois où j'ai essayé d'en parler dans des sketchs, j'avais l'impression que c'était jamais assez juste. Comment t'arrives à parler d'un sujet qui est triste, mais d'essayer d'en faire quelque chose de drôle, parce que genre, ça part d'une base tragique et dans lesquelles il est tellement difficile de trouver des choses amusantes. Comment t'arrives à rester juste ? Je pense que c'est difficile dans la tête, c'est difficile dans la société dans laquelle on est, mais c'est pas difficile. Il y a des sociétés dans lesquelles tu évolues où la mort, on en discute avec beaucoup plus d'émotions positives et d'émotions de rire, des choses comme ça. C'est notre société qui dit que quand on est mort, on doit s'habiller en noir, on doit se communier, se remémorer. À l'enterrement de mon père était marrant, donc on a dû faire un enterrement marrant. C'est pas qu'on a dû, c'est qu'on avait envie de le faire surtout. On buvait du champagne, on disait des blagues, moi je disais des blagues sur scène, on s'est tous marrés, quoi. On racontait des bons moments avec mon père et tout. Et il y avait ce couple d'amis d'ailleurs dont je parle dans mon spectacle, hein, qui je fais vivre des sacrées aventures. Qui disait dis donc, t'as vu ça, ils rigolent, quelle indécence. Et ils ont critiqué notre... je sais pas, c'est personnel, hein, chacun a sa vision de la mort, hein, mais... Et je pense qu'il y a aussi un truc très sociétal aussi, dans le sens, c'est très codifié. Quand tu vas enterrer quelqu'un, moi j'ai enterré ma grand-mère, c'est très codifié, quoi. Le gars, il arrive, il est habillé en noir. Il y a plein de civilisations, quand tu regardes bien, et quand ils font la fête pendant 3 jours, quand quelqu'un meurt, ils rigolent, ils font plein de trucs. Je sais pas, c'est une question d'appréhension. Après, comment je fais un sketch marrant je te dis, c'est encore mon cerveau qui refoule et après qui recrache. Et quand je recrache, généralement, c'est que j'ai bien digéré l'information et que je suis prêt à en parler. Et puis après, trouver des blagues, c'est toujours un peu plus facile de trouver des blagues. Et t'as jamais eu peur, moi c'est un truc qui me terrorise, en parlant de certains souvenirs et tout, de les romancer pour le sketch et de les modifier dans ta tête. Ah oui. Ah bah oui, mais ça c'est pas que pour la mort ou quoi que ce soit. Non, c'est pour tout. Bah oui, c'est tout. Mais la mort c'est encore plus chiant parce que tu peux pas en refaire. Ouais, oui, mais il n'y a pas besoin d'être un mec qui fait des sketchs pour faire ça, hein. Beaucoup de gens racontent une vérité qui n'est plus la vérité et modifient leurs souvenirs au fur et à mesure des âges. Je pense que beaucoup de gens racontent une anecdote qui n'était pas vraiment comme ça, puis à chaque fois ils trouvent un rire, un nouveau truc, ils peaufinent, puis à la fin il y a une girafe, des lions, alors que c'était dans un salon. Et t'as jamais eu peur de ça ? De modifier Modifier le passé ? Non, ça, à moins que tu saches. C'est charmé modifier le passé. Si t'es en adéquation... En fait, il y a un truc que Freud dit, c'est que tu peux pas toucher l'angoisse. Quand un truc te paralyse, tu peux pas y toucher. Tu peux pas la modifier. Par contre, tu peux te déplacer par rapport à ça. Et je pense que modifier quelques détails du passé ou en agrandir quelques-uns, peut-être que c'est une solution justement pour vivre avec le présent. T'es pas là pour vivre dans le passé, t'es là pour vivre dans le présent. T'es pas là... Tu vois, si éternellement t'es dans un passé noir ou dur, et que t'arrives justement à aménager ce passé, à le rendre plus acceptable, pourquoi s'en priver, quoi ? Après, je suis pas spécialiste des traumas, hein. Faut pas non plus écouter tout ce que je dis comme genre il a raison, c'est vrai ça. C'est vrai, il faut aménager son passé pour vivre son présent. Mais non, mais il faut vivre en adéquation avec son présent et son passé. C'est ça qui fait du bien, quoi. En tout cas, mon spectacle, quand je l'ai écrit, ça me faisait vachement de bien de le raconter, de rire et puis de rassembler les gens autour de la mort. Tout le monde a perdu un proche et c'est un truc inéluctable. Tout le monde respire et tout le monde a perdu un proche. Ou tout le monde va perdre un proche ou tout le monde perdra un proche. Et continuera de vivre quand même. Et voilà. Et ça m'a fait du bien, quand je faisais Pulsion, de recevoir des messages de gens qui me disent « ça m'a fait du bien que tu l'aies fait ».
Ben, ça donne de la force. Et ça donne envie de jouer. Et un texte, même si tu joues depuis 3-4 ans, ça fait du bien de continuer à le jouer. T'étais vachement fière de Pulsion. Il paraît que t'as fait un final de fou en plus. Ah, il paraît, ouais. Il paraît, je sais pas. J'ai entendu dans le podcast de Louis Dubourg, un café au 7, que tu disais qu'au moment où tu faisais la dernière de Pulsion, à la fin, les applaudissements, standing ovation et tout, tu t'es dit putain, jamais j'arriverai à faire aussi bien. C'est vrai que je me suis dit ça. Je sais pas si le but c'est de faire mieux ou de faire aussi bien. C'est déjà bien aussi bien. Je suis en adéquation avec cette question maintenant. Je me dis je vais faire différent parce que j'ai fait Pulsion, je vais pas refaire Pulsion. Donc j'ai fait autre chose et genre quelque chose dont je suis très content. On parlait du syndrome du premier album, de tout ce que t'as refoulé pendant des années et tout. Et avec Pulsion, ça t'a fait peur de pas avoir ça et peut-être de... Tu sais, quand j'ai fait Pulsion, beaucoup de gens me disaient je préférais Bref. Ouais, et là j'ai fait quelques dates d'une bonne soirée et il y a un gars qui me dit moi je préférais Pulsion. Je fais les gars, vous êtes jamais contents, vous préférez toujours le passé. Écoutez Jean-Jacques Goldman, qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, je déconne, je mets qui s'en fout. Mais qui part tout seul dans sa tête. Non, c'est pas ça. C'est normal, hein, les gens préfèrent d'autres trucs. C'est les goûts des gens. Je peux rien faire par rapport à ça. Par continuer à proposer des choses. Après, je propose pas des choses pour proposer des choses parce que j'ai envie de raconter des choses. C'est pas la même chose. À la fin de Pulsion, t'as eu l'impression d'avoir dit toutes les choses qui étaient les plus importantes de ta vie, comme ce qu'on fait dans une première œuvre, que ce soit un roman, un album. Mais bref, c'était pire. Bref, j'ai confié des sentiments, des trucs encore pires. Après, bref, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais raconter? C'était encore pire. T'as fait un truc, les gens en plus ont adhéré en masse. C'est pire de dire mais qu'est-ce que je vais raconter ensuite? Puis tu racontes Pulsion, puis tu te rends compte que les gens tu les intéresses encore, donc tu dis parce que c'est ma façon de raconter qui intéresse plutôt que les thèmes que je choisis. Donc c'est cool, ça te donne confiance pour la suite. Donc du coup je vais refaire un autre spectacle et ça se trouve que c'est que des peut-être hein, à ce moment-là. T'es pas sûr de toi. Hein. Peut-être que c'est ma capacité à intéresser à les thèmes que je choisis. Et avec la date comme hier soir, j'ai l'impression que c'est cool, je fais des bons choix. C'est stressant que ton imagination génère des emplois? Non, c'est plus kiffant. C'est kiffant de ouf. Oui, d'office, mais c'est... T'as des idées, les gens ils travaillent, ils payent leur loyer avec tes idées, c'est charmé. Je sais plus si c'était toi ou Navo dans une vidéo qui arrêtait pas de répéter. Je pense que vous arriviez au Canada et toi ou lui vous disiez... Non, on a payé tout ça avec des blagues. C'est ça. Ouais. Bah ouais, tous les trains que je prends et les avions que je prends, généralement, c'est payé par des blagues. Et c'est quand que t'as compris que ton métier, ta vie, ça allait être de faire des blagues? Je pense qu'on se l'est autorisé avec Navo en 2008-2009. On s'était autorisé à dire viens, on écrit des trucs. Viens, on imagine. Viens, on s'autorise à noter des idées. Je pense que c'est ça, le vrai travail d'auteur, c'est s'autoriser à écrire des idées. Comment tu sais que ton idée est bonne? Je sais pas, je l'essaye. À part ton avomètre. J'ai un avomètre, ouais, c'est vrai que j'ai un avomètre, j'ai un avo qui me dit c'est pas mal ça. Mais après il faut essayer, hein. Plusieurs fois, même tous les deux on a tort, hein. On monte sur scène, je fais le truc, 3-4 fois, on fait ça c'est nul, hein, ça marche pas. Il fait ouais t'as raison, on jette, pas grave, allez, hop, puis on avance quoi. C'est comme ça qu'on fait. On essaye, on jette, on garde, on modifie. Là on a plusieurs vannes à chaque fois, on se dit qu'est-ce qu'on fait de celle-là, putain ouais, elle marchouille pas. Allez on lui donne une chance encore, allez on donne une dizaine de dates, on voit comment ça s'installe. Il y a des sketchs dans Pulsion, il m'a fallu 1 an et demi avant de les amadouer. 1 an et demi de souffrance tous les soirs à se dire oh j'en suis là, je déteste ce sketch. Et les gens rigolent et tout, mais toi t'es pas bien dans ton pantalon quoi. Et en fait les gens à un moment donné, t'as ton déclic et tu t'amuses et ça devient un de tes meilleurs moments. Est-ce que enfin je suppose que oui, mais avec le succès de Bref et tout, et le fait que les gens avaient plein d'attentes de toi, est-ce que t'as eu des fois peur de tomber dans la facilité de faire ce qu'on attendait de toi? Ce que t'as jamais fait avec Bref, parce que genre il y avait plein d'épisodes drôles et puis il y a eu certains qui étaient vachement plus tragiques et on a pu vous dire genre qu'est-ce que vous faites? Moi c'est pour me faire rire, pas pour... Ouais, il y a des gens qui ont réagi comme ça, ouais. Moi j'ai jamais fait ce qu'on attendait de moi, sincèrement, j'ai jamais fait ça, c'est pas un truc qui m'amuse. Je le vois parce que j'ai juste après Bref, j'ai reçu pas mal de films qui étaient vraiment dans la même mouvance de personnages, tout ça. Et je me disais, mais je l'ai déjà fait en fait. Et les films étaient cool en plus, hein, mais ça me disait pas de me dire, je vais faire 3 mois de ma vie et refaire ça, que je ne progresse pas en fait. Ça m'amuse pas de faire ce que je sais faire. J'ai l'impression de stagner et c'est un truc qui est dans ma tête, c'est dans la chimie de mon cerveau. Le bonheur s'arrête quand je fais ça. Les molécules du bonheur, elles sont pas sécrétées quand je fais un truc que je sais faire. Donc je fais autre chose.
Et là, ça me stimule et ça se remet en marche. Quand t'as fait les épisodes de Bref un peu plus tragiques, quand dans Pulsion t'as mis des sujets un peu plus sombres, comment tu gères le fait que les gens risquent de te reprocher, genre c'est du divertissement, t'es pas censé leur parler de choses tristes. Okay. Comment tu gères cette frontière? Parce que je trouve qu'elle est parfois difficile à... C'est la tournure qui est marrante. C'est ça qui est intéressant. C'est comme dire, ah, putain, j'ai perdu mon père, vous allez voir, on va rigoler. Je fais, comment ça, on va rigoler? Ça, c'est un truc que j'ai compris en tant qu'auteur, c'est que le spectateur adore être un enquêteur. Un enquêteur sur la fin de ta blague. Ah oui, il va certainement dire ça. Et hop, tu le surprends, il fait, ah, il m'a eu. Ou un enquêteur sur la suite d'une histoire. Attends, qu'est-ce qui va se passer? Croire que le spectateur est toujours dans ouais, hyper actif, un spectateur. Et là, il fait, attends, lui, c'est lui qui... Attends, non, mais attends, lui, tac, il se pose des questions. Et ton métier d'auteur, c'est de devancer ce que le spectateur va penser. Et c'est hyper excitant, c'est un magicien. Il fait de la magie avec l'esprit des gens, c'est charmé. Donc c'est ça qui est kiffant, c'est pas... Le divertissement, il est aussi dans l'enquête que tu donnes au spectateur, c'est le sens de l'enquête que tu lui donnes. Aussi bien dans la chute d'une blague que la chute d'une histoire. Il est là le truc, où est-ce qu'il va en venir? Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il me raconte ça? Ah, il est revenu là, pourquoi? Mais attends, ah, tu vois, c'est de le bouleverser, c'est ça qui est excitant. C'est pas drôle ou pas. Hein. C'est ça qui est bien quand tu fais des choses, c'est de surprendre. Et ce qu'on attend de moi, c'est que je sois drôle quand je sors de Bref. Mais si je fais un truc où je dis, vous allez voir, ça va pas être drôle, mais on va rigoler, quoi. Comment ça? Je trouve que ça, déjà, c'est une manière de surprendre sur l'étiquette que t'as. Risqué, je t'avoue, c'est risqué. À chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Putain, mais pourquoi t'as pas fait un énième saison de Bref? T'es con. En tant que spectateur, t'aimes quoi dans l'humour? Enfin, genre, aussi cet effet de surprise, de... Ouais, l'idée. J'aime les bonnes idées. C'est ça que j'aime. C'est quoi le dernier show qui t'a un peu foutu une gifle? Ah, j'ai beaucoup aimé les 30 minutes de Neil Brennan sur Netflix. Je les avais vus à Québec, à Montréal. Je les avais vus en vrai. Et je les ai vus sur Netflix. Et j'adore ce gars. Je trouve qu'il a une intelligence. On a besoin d'intelligence. Ouais, franchement, je suis en recherche d'intelligence en ce moment. J'aime les gens intelligents. J'aime les gens qui ont des visions. Je pense qu'on a besoin d'intelligence. Et ça fait du bien d'écouter des gens intelligents qui disent des choses intelligentes. Des humoristes ou pas, hein, des économistes, des philosophes, mais on a besoin d'intelligence. Ça fait du bien. Moi, j'ai besoin d'intelligence en ce moment. J'ai besoin de gens qui me disent, voilà, on va faire ça. Et des gens malins, tu vois, des gens qui disent, oh là là, c'est malin. Je lis beaucoup et j'écoute beaucoup d'économistes politiques, de sociologues politiques. Je m'intéresse beaucoup à la politique, mais dans sa sociologie, dans son économie, avec des gens qui ont des idéologies derrière, des vrais fondements qui ont une intelligence, quoi. Une vraie intelligence à rassembler les gens plutôt qu'à les diviser, à avoir des futurs meilleurs, ça me fait du bien. Et j'aime les gens qui sont intelligents, c'est tout. Et intelligents dans leur musique, intelligents dans leur tendresse, dans tout ça. Tu sens que c'est bienveillant, tout ça. C'est bon, quoi. Est-ce que tu trouves que le stand-up est considéré à sa juste valeur et avec tout ce qu'il peut apporter, ou si c'est toujours vu comme des blagues? Pas encore, mais bientôt ça va venir. Ça va venir, soyons pas impatients non plus, quoi. Tu peux pas arriver avec une nouveauté, un nouveau phénomène, un nouveau truc, et après... Là, tu parles juste de la France. Ouais, mais là, j'ai côtoyé déjà pas mal d'artistes belges, des gens qui ont 1 ou 2 ans de stand-up. Ils me disaient, on aimerait trop jouer comme à Paris 15 fois, 16 fois par semaine. Et je disais, mais quand j'ai commencé le stand-up, il n'y avait pas 15 fois, 16 fois par semaine. On a créé nos scènes nous-mêmes, donc c'est à vous de le créer, votre stand-up belge. Donc on est en train de créer. Et puis il faut être intelligent. C'est con, mais il faut travailler. Dès que t'es pas original, il faut savoir se le dire. C'est compliqué hein, de dire, ah, c'est con, j'avais 5 minutes super drôles, mais... C'est un peu cliché, c'est un peu, peut-être c'est un peu sexiste, c'est là-dessus que les gens rigolent. Mais ça va faire rire, ouais. Ça. Mais ça fait rire et j'ai le frigo à remplir, il faut que je montre que je suis marrant, tu vois, il y a tout cet enjeu à faire. Et ben des fois il faut savoir s'extirper de cet enjeu et c'est très dur. On peut pas juger quelqu'un qui est dans une démarche déjà d'existence avant d'être créateur, etc. Ça. C'est compliqué. Hein. Tu pensais quoi quand tu remplissais pas au début à Paris? Rien, je disais qu'un jour ça marcherait. Tu savais qu'un jour ça marcherait? Non, je me disais que ça marcherait. Je savais pas. Okay. C'est la différence entre de se le dire et savoir. C'est juste que tu dis, bah, tu as des rêves de gloire quand même. T'espères qu'un jour ça va marcher. C'est faux de se dire, non, je faisais ça uniquement pour l'amour de l'art. Non, j'avais vraiment envie que ça marche quand même. J'avais envie de payer mon loyer, quoi. J'avais envie d'avancer, d'être heureux quand même. C'est pas non plus. Mais tiens, c'est intéressant ce que je dis parce que c'est paradoxal. J'avais envie d'être heureux, mais j'étais déjà heureux quand même. À faire des choix de faire du comique et tout. Je me rappelle très bien. Il y a une amie de ta mère qui vient un jour te voir au spectacle.
Je joue à 19h à ce moment-là, dans une salle de 42 places, qui est une cave, où t'as mal aux genoux tellement c'est humide. T'as de l'arthrite tellement il y a de l'humidité. Je fais un premier set à 19h et le patron du théâtre me dit écoute, le gars de 20h a annulé. Est-ce que tu veux reprendre son créneau ? Je fais bah ouais, vite fait, mais moi je vais pas remplir. Tu sais, je suis pas... Il me fait bah écoute, si t'as une dizaine et tout, c'est pas grave. La caisse elle est pour toi. Je fais putain, c'est cool, ça va me faire un petit billet. Allez, je le fais. En plus, c'est cool, je le double. À 19h, je joue, je cartonne. Je remplis ma salle à moi, donc c'est mon créneau et tout, ça cartonne. Les gens, ils sont trop heureux, ils applaudissent, ça rigole de ouf et tout. Je me dis putain, chambé. J'enchaîne à 20h avec la même énergie de la fin d'un spectacle. J'arrive dans la salle, il y a 3 personnes, dont l'ami de ma mère, qui me voit dans une cave, devant 3 personnes, d'avoir une énergie qui est totalement inappropriée avec l'énergie devant 3 personnes. C'est comme si tu arrivais en disant « Ça va ?» Ouais, on est juste à côté de toi. « Ok, bon, eh ben ça fait plaisir !» Et ben là, t'es dans la cave et tu te dis « Eh ben voilà !» Ça va revenir à Reims. Comme quoi, j'ai pas fait les bons choix dans la vie. Et ben voilà. Et on y est là. Et en même temps, tu regardes la cave, tu fais est-ce que j'ai fait les bons choix dans la vie ? Comment t'as fait pour roder ce nouveau spectacle ? Parce qu'il est... Je l'imagine pas coupé. Comment il est ce nouveau spectacle ? Comment il est, Fanny Ruet ? Faites une review de mon spectacle, s'il vous plaît. Comme ça, je ne vais pas que en parler. On a 2 poids 2 mesures. Et du coup, si on a des points de vue négatifs, ce sera très enrichissant. Je vous écoute. J'ai trouvé très bien construit parce que genre c'est des temporalités qui sont toujours différentes, des souvenirs imbriqués dans d'autres souvenirs et pourtant on arrive toujours à savoir exactement où on en est. Donc il est très très bien construit, il y a énormément de callbacks, donc c'est très drôle, c'est très bien fait. Mais du coup, comment est-ce que tu peux roder ça en faisant des 10-15 minutes ? Vous avez aimé ? Oui, j'ai eu du mal à me mettre dedans au début. Ouais, pourquoi ? Parce que c'était... J'ai eu du mal à me mettre dedans en pensant que c'était du stand-up, mais pas... Enfin, genre, j'ai passé un bon moment parce que tu racontais une histoire, donc je me disais pas genre, ah, je me fais chier et tout, mais j'avais du mal à voir ça comme du stand-up parce qu'il y avait pas de vanne, en fait, c'était des histoires. Et oui, il y avait des façons comiques de le raconter, mais... Voilà, des fois c'est... Donc tu es une sorte de gardien du temple du stand-up en disant ce n'est pas du stand-up. Mais non, mais mais il n'y a pas marqué spectacle de stand-up sur l'affiche. Mais il n'y a pas d'affiche encore. C'est vrai qu'il n'y a pas d'affiche. Mais sur n'importe quelle affiche, Pulsion n'est pas marqué spectacle de stand-up, c'est ça que je comprends. Non, mais en effet, mais moi j'étais dans l'optique vraiment... Enfin, genre, on a un peu l'habitude de voir des trucs van, hein, machin, même si c'est des histoires. Tu étais dans une habitude du coup. Absolument. Ah ok, donc j'ai... Tu as cassé mes habitudes, quelques gens disent. C'est plutôt un bon compliment alors. Mais oui, j'ai pas dit que c'était une mauvaise chose. Mais non, justement, parce que tu me dis je m'attendais à et j'avais pas ce à quoi je m'attendais. C'est ça. Tant mieux. Bah oui. Je préfère. Bah c'est un beau compliment du coup. Mais j'ai jamais dit que c'était pas un compliment. Parce que tu me disais que tu avais du mal à rentrer dedans parce que justement Mais dans l'optique stand-up, pas dans l'optique histoire en fait. Ah oui, mais ça oui. Alors ça, tu sais, faut se méfier de ça. Je vais te dire pourquoi. Je croise beaucoup d'artistes sur les plateaux parisiens de stand-up, des gens extrêmement bons, des gens extrêmement talentueux, bien plus marrants que moi, tout ce que tu veux. Je les vois souffrir dans leur exigence de rire. Je les vois souffrir. À aucun moment donné, ils se posent et ils prennent le rire qu'ils sont en train de générer. Ils sont que dans le nanana, pas rire, nanana, rire. J'espère que ça va rire, nanana, rire. Ah ouf, ça a rigolé, nanana, rire. Si à un moment donné, ils font un temps de 2 secondes de silence, ils ont l'impression que c'est 20 secondes. Il n'y a jamais de temps, il n'y a jamais d'air. Et je connais beaucoup d'artistes qui souffrent de ça. Et quand j'arrivais, je me rappelle sur les plateaux en me disant je vais prendre 10 secondes de silence et je vais jouer une situation pendant 10 secondes. 20 secondes, tiens, pendant 1 minute, je vais la tirer, je vais voir où est-ce que ça va. Chaque fois, c'est genre, mais t'es un ouf, tu peux pas faire ça, non, tu peux pas. T'as pas le dé, comme si j'avais des clés du temple du stand-up que j'étais en train de ruiner, non, tu peux pas faire ça. Tu parlais de Patton Oswalt, tu parlais de plein de gens tout à l'heure. C'est des gens qui prennent leur temps. Hein. Ah ouais, à fond. Mais tu vois, des gens qui sont plus dans la blague, ils racontent des histoires de manière comique. Je le prends pas mal du tout, ce que t'as dit. Hein. Vraiment, t'inquiète pas. C'est juste que tu soulèves un truc intéressant de l'attente du cliché du stand-up. Ouais. Le stand-up, c'est un art où tac, toutes les 10 secondes une vanne, toutes les 5 secondes une vanne et tout. Pour moi, on peut avoir autant de rire paquet sur 1 minute. À un moment donné, j'ai beaucoup plus de rire que toutes les 10 secondes, mais il y a 1 minute où j'en ai moins. Ouais. Et en fait, d'accord, la moyenne... Tu prends le temps d'installer un truc et... Bah ouais.
t'engranges de l'attention et puis quand tu la relâches, c'est 1000 fois plus jouissif que... Il faut faire attention à ça, même en tant que tu es une jeune artiste. Et tu es une jeune artiste. Vite dit. Non, tu es une jeune artiste, jeune artiste. Tu fais du stand-up, tu es une jeune artiste. Ouais. Tu fais du stand-up depuis combien de temps? Septembre. Ah mais donc tu es une vraie jeune artiste, quoi. Tu es une toute jeune artiste. Ouais. Eh ben, enlève-toi ce carcan de il faut, de on s'attend à. Et c'est ce que tu fais en fait quand hier tu as fait la première partie. T'étais pas dans un cliché de il faut être tac, tac, il faut, attends, il faut. On s'en fout, fais. Propose ce que tu as à proposer. Sois toi-même, fais des trucs. Mais je pense qu'il faut toujours... Là en Belgique, par exemple, le niveau est vraiment pas ouf parce que c'est tout des trucs hyper clichés, parce qu'il faut toujours un temps d'adaptation. Genre, bien sûr. Les gens découvrent les stand-up, c'est nouveau, donc t'essaies d'être efficace et seulement après, tu te dis, de toute façon, il y en a déjà plein qui le font. Donc, je peux me permettre de faire un truc différent. Parce exactement. Que... C'est bien, c'est normal. C'est la suite logique des choses. Du coup, ma question, c'était comment t'as rodé comme ça. Je suis allé dans les salles de stand-up tous les soirs. Il y a tellement de callbacks dans tes... Ah non, les callbacks, c'est dans le spectacle. Ce qu'on appelle les running gags. Ouais, c'est ça. Les trucs qu'on fait. En fait, pendant un an, j'ai fait comme Pulsion. J'ai fait les soirées première fois de Yacine Bellous. Je lui ai dit, tu m'inscris à toutes les soirées. Il a été extrêmement gentil. Il m'a dit, OK, avec plaisir. Donc tous les mois, je devais écrire 10 à 15 minutes de nouvelles blagues. Je savais pas à chaque fois, 2 jours avant, des fois je me dis de quoi je vais parler. Et vu que mon cerveau, il refoule tout, et à un moment donné il fait tiens, j'ai digéré ça si tu veux. Et il te sort un truc, il fait pourquoi pas. Allez, on écrit, on appelle Navo, tac, on relit, on refait, on reformule, on trouve des temporalités, des flashbacks, des trucs, des flash-forward pour rendre ça un peu plus excitant. Tu vois, la tournure, ce que je disais tout à l'heure, une histoire banale, et on trouvait une belle tournure. On travaille sur la tournure, la teneur des blagues, ce que tu expliques, la manière d'exprimer de manière comiquement ce que je raconte. Et puis après, je fais la soirée première fois, un lundi. Et après, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je vais au Paname, je vais à soirée One More, je vais au Comedy Circus, je fais tous les plateaux qu'il y a à Paris. Je joue entre 10 et 15 fois par semaine un même passage de 10 minutes pendant un mois. Jusqu'au prochain mois où je dois refaire 10 minutes. Et là, à ce moment-là, je repars sur un nouveau truc. Et je fais ce passage. Et tous les mois, en 8 mois, j'ai 80 minutes rodées. Ce qui est très rapide, 8 mois, parce que ça passe en un claquement de doigts à 8 mois. Ça passe à une vitesse. Là, j'ai bien fait de me remettre tout de suite parce que maintenant, en un an, mon spectacle est prêt, quoi. Et après, avec Navo, je lui dis écoute, j'ai du matos, j'ai tout bossé. Navo, pour l'instant, là, lui, il fait sa vie. Moi, j'ai tout retravaillé et tout. Des fois, je l'appelle, je fais j'ai trouvé une blague et tout. Mais c'est vraiment mon travail pendant 10 mois, c'est de travailler, faire monter la mayonnaise, quoi. Même moi, d'apprendre à dire les choses, les textes et tout. Puis à un moment donné, je m'arrête. Je dis à Navo, c'est bon, le matos, c'est sûr. Tout est vérifié, tout est drôle, c'est bon. Et ça passe par des phases où je bide, hein. Des phases où je suis moins bon que certains jeunes artistes qui arrivent. C'est compliqué, hein. C'est pas une phase bonne pour l'ego, hein. C'est une phase qui est dure, hein. C'est qu'est-ce que je fais là? Là, tu te le poses, là. Et après, on part une semaine dans un endroit avec Navo, isolé de tout rendez-vous, de tout coup de téléphone, de tout conjointe. On est tranquille. On est une semaine ensemble pour, à un moment donné, assembler tout ça. Et on reste une semaine ensemble. Pourquoi? Pas parce qu'on va travailler une semaine, mais parce qu'à un moment donné, dans la semaine, il y aura des heures où ça va faire « Ok, c'est maintenant, on y va ». Et il y a une alchimie qui se passe et il faut être là pour l'alchimie. Donc on se met à dispo pour l'alchimie, on est là, on joue à des jeux vidéo, on discute, on est sur Internet, on fait rien, des fois on discute, vraiment pour rien, on va marcher. Là, ce qui a évolué, c'est qu'avant, on faisait ça dans ma chambre de 8 mètres carrés à Montmartre. Maintenant, on fait ça en Corse, donc c'est plutôt cool. Je t'avoue, c'est le kiff de dire hey, on va en Corse. Pulsion. Hein Merci Pulsion. Ouais, non, mais maintenant on va en Corse, donc c'est cool, tu vois. Donc on va en Corse, on marche dans le maquis corse, c'est super, on regarde, c'est magnifique. On regarde la mer pendant des heures et puis après on revient et puis c'est pas ce qui inspire le plus, hein, c'est juste à un moment donné, il y a un moment, il est en train de jouer à Diablo sur sa Switch et je lui fais c'est maintenant, vas-y viens on le fait. Et plam, on assemble. Et pendant une semaine, on a dû travailler en tout une dizaine d'heures et on a tout assemblé. Et après à un moment donné, on a fait stop, c'est bon, c'est assemblé. Maintenant, on prend 1 ou 2 heures pour créer des running gags et on dit ça, c'est un code. Quand je dis pour expliquer aux gens ce que c'est qu'un running gag, c'est-à-dire que c'est un code que j'explique, c'est une sorte de mèche en fait, une mèche de dynamite que tu allumes. Il y a un mini pétard, ça fait pa. Donc les gens rigolent, ils font c'est drôle. Et la mèche, elle continue en fait à faire tout le spectacle. Et 40 minutes après, ça fait nanana et tu refais la blague, ça fait pa. Et elle a un autre sens et les gens font oh. Et tu utilises une blague que tu as déjà utilisée mais dans un autre contexte et c'est encore plus drôle. Du coup, et ça fait une grosse dynamite et ça fait un gros rire généralement. Généralement, ça crée un applause même, ça fait pa. Et en fait, on arrive à créer des codes identifiés en se disant quand je fais ce personnage, il est marrant,
mais il va dire ça. Parce que ça a deux sens. Ça a un sens ici, mais ça a un sens aussi dans une autre situation. Et la même phrase n'aura pas de sens. Et du coup, ça va surprendre les gens. Et donc, on s'amuse à créer des tissus, en fait, des liens dans le même spectacle. Donc, dans les plateaux, quand je fais 5-10 minutes, je ne fais qu'un texte qui n'a pas de running gag. Et quand je fais le spectacle, là, on est clairement dans un spectacle avec des running gags. Ok, j'imaginais tellement pas que vous le construisiez comme ça. Ah bon, t'imaginais quoi ? J'imaginais que les running gags faisaient un peu partie intégrante du truc parce qu'ils sont tellement... Ils font tellement sens que je me disais, mais ce serait bizarre qu'ils soient pas là, tu vois. Et donc j'imaginais que le spectacle avait été construit plus dans sa globalité, tellement il est cohérent, tellement c'est une grande histoire. Non. Ok. Ce qui est notre travail qu'on a eu, c'est le rendre justement cohérent. Parce que mine de rien, les histoires ont un lien fort. Et ce lien fort, c'est moi. Et qu'est-ce que je veux raconter ? Et à un moment donné, on trouve aussi, à force de raconter... tu sais, c'est comme je dis, bah écoute, je suis heureux. Là, j'ai juste dit, je suis heureux. Et on pourrait s'arrêter là, mais on pourrait savoir pourquoi je suis heureux. Est-ce que c'est bien d'être heureux ? Est-ce que tu as toujours voulu être heureux ? Et en fait, ça soulève plein de questions auxquelles je me dis, merde, faut que je réponde à ça maintenant. Bah pourquoi je suis heureux ? Bah parce que ça. Et en fait, tu commences à ouvrir des portes de narration. Et en fait, à ce moment-là, tu commences à découvrir et de comprendre les choses en te lançant dans l'explication. Je crois que c'est Jacques Lacan qui disait qu'il n'avait jamais trouvé autant de bonnes idées que dans les séminaires où il devait parler alors qu'il ne savait pas ce qu'il allait dire. Mais il était tellement devant des gens éminents, des éminences de ouf, des matières grises, des éminences grises, ça se dit, ça, éminences grises ? J'en ai aucune idée. Des gens très intelligents. Et il se dit, putain, je suis devant des gens très intelligents, faut pas que je dise des conneries. Et il disait des trucs super intéressants qu'il n'avait jamais dit avant, du coup. Et toi, qu'est-ce qui te stimule à ce niveau-là ? Faut que je me lance. Moi, c'est la recherche de la vérité, c'est la recherche du... soigner mes traumas, mais soigner des points qui sont pas digérés, qui ont été refoulés dans mon esprit, mais qui n'ont pas été digérés. Aller mieux, quoi. Ça, c'est un bon délire, c'est un bon débat, c'est un bon défi. Ouais, c'est pas mal une bonne idée. Tu fais partie de ces gens qui ont l'air d'avoir une vie tellement saine. Ah. Tant psychologiquement que genre tu fais du sport et c'est un truc un réflexe que t'as pris depuis que t'as eu une dépression ? Ouais. Ah ouais, non, mais je sais la chance que c'est que d'être heureux ou d'avoir de pas ressentir des molécules de malheur que... Ah non, je veux plus retourner là-dedans, moi. Non. C'est même une sorte de cure. C'est même une fuite. Il y a une phrase d'Aurel qui est drôle, c'est quand il dit « j'ai peur de l'échec », il dit « j'ai peur de la dépression, de l'avenir et de ses déceptions ». Et un truc qui est intéressant, c'est qu'il dit « j'ai peur de la dépression ». Avoir peur de la dépression, ça veut dire que quand tu l'as vécu, tu as peur qu'elle revienne. Et je trouve ça très fort. C'est dans La peur de l'échec, dans l'album Perdu d'avance. J'ai peur de la dépression, ça c'est vraiment une phrase où elle veut dire quelque chose, quoi. Donc tu peux passer ta vie à avoir peur de la dépression. Et moi j'ai fait le choix de me dire non, je vais établir un système de vie avec des valeurs de vie qui me vont en fait, qui vont m'empêcher de tomber en dépression. Mais là hier c'était tellement une belle date sur scène que j'ai eu trop d'adrénaline, j'ai pas dormi avant 5h du matin, quoi. Ah ouais ? Non, je pouvais pas. Et ça peut vraiment te décaler aussi dans ton esprit, ça peut te... Je suis fatigué là. Je suis méga fatigué depuis tout à l'heure. Je sais qu'à 15h, je vais faire une sieste parce que sinon, je vais me décaler. À dimanche, je vais me réveiller à 16h, etc. Puis après, mon cerveau, il va... Moi, ce qui me maintient, c'est de me lever le matin, c'est de faire des trucs, travailler, faire des projets. Et si je fais pas ça, j'ai une philosophie dans ma vie, c'est cours, joue, écris. Si je cours pas pendant 3 jours, si j'ai pas couru, si j'ai pas joué ou si j'ai pas écrit un truc, je me déprécie. Ouais, peut-être que je commence à regarder les autres, je commence à me dire ouais, mais sa vie, à me comparer, à faire des trucs qui sont... Tu sais où t'as mal au ventre, mais des micro maux de ventre, hein, pas des oh j'ai mal au ventre, des je me sens pas, pourquoi moi ça... Et t'arrives à ne pas avoir ça quand tu fais ton cours écrit Quand je fais au moins un cours, joue, écrit. Cours, ça veut dire active-toi, sors, va marcher, fais une balade, promène ton chien. Déjà ça c'est faire un truc, tu vois. C'est cours, ça veut dire cours, c'est pas va courir, c'est plus dans être actif que active-toi. Ouais. Ne reste pas comme une pierre dans ton salon ou chez toi, ou parce que voilà, trouve un rendez-vous, fais un truc, cours, fais un truc. D'accord ? Joue, trouve une adrénaline de ça, t'aimes bien jouer, ça te fait du bien. Écris, c'est pas écrire, c'est essayer d'avoir des idées ou des envies d'idées, ou de dire j'espère que dans 8 mois je vais faire ce projet. C'est ça. C'est de garder un truc de... C'est la stimulation, quoi. C'est une stimulation. Et par contre, quand je suis en vacances, j'ai pas besoin. J'ai appris aujourd'hui à 36 ans d'être parti en vacances. Avant j'étais genre non, il faut que je fasse des trucs en vacances. Tu sais, c'est le syndrome des gars qui prennent 2 bouquins et qui partent en vacances, qui disent non parce qu'on sait jamais, hein, il faut faire des trucs. Puis ils ouvrent jamais le bouquin parce qu'ils se rendent compte que finalement tout va bien. Tu sais, les gens qui chargent à fond les ordinateurs de films, à se dire oh, on va peut-être faire des films, et puis au final t'en regardes même pas un. La peur du vide, quoi.
Et ben là, en vacances, il n'y a plus de soucis. Mais quand je suis pas en vacances, je dois maintenir un stade de stimulation pour que mon esprit soit content. C'est un truc que j'ai compris. Et si je cours, joue, écris, bah nickel, tout va bien. Et ça tombe bien parce que c'est 3 trucs que j'adore faire. Après, je suis vraiment un privilégié. Hein. J'ai pas de taf où il faut que j'aille à Ouais, donc 9h et je repars à 18h. Attention, j'ai un discours de mec très privilégié par rapport à ça, par rapport à mon agenda. J'en ai totalement conscience. Mais dans ça, il faut quand même garder une certaine éthique, quoi. C'est quand que tu t'es rendu compte que t'avais peur du vide? Parce que c'est pas le genre de choses qu'on remarque toujours facilement, en fait. Ah ouais? Ouais, des fois c'est assez... Ah bah ça m'angoissait trop de partir en vacances. Je me suis dit, il y a un problème, donc j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Je me suis dit, c'est bizarre. C'est marrant de remplir des valises de... Je l'avais fait dans Bref, d'ailleurs, cette blague de on sait jamais. T'as ça aussi? Peur partir quand tu pars en vacances avec... Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais t'es d'accord que partir en vacances... Moi, j'ai fait ma dépression, je suis parti en vacances le jour où j'ai fait ma dépression. J'ai fait un burn-out 3 jours après mon départ en vacances. Alors, je t'explique le problème. Le problème, c'est que j'avais tellement travaillé, je travaillais tellement, je manquais de sommeil depuis des mois, des années. 3 ans de manque de sommeil. Le bureau était plein à craquer. Alors là, depuis l'enfance. Hein. J'avais jamais fait de psychothérapie, de quoi que ce soit derrière. J'avais jamais remis en cause quoi que ce soit. Tout était plein à craquer. Je me rappelle très bien. J'arrive, c'est sur le chemin, on partait en voiture au Maroc avec mon ex de l'époque qui a été d'une gentillesse. Et à ce moment-là, plus rien n'avait de goût. Le sucre est devenu amer. Le café agressif, le soleil brûlant. La vision des choses me faisait mal, la lumière me faisait mal. J'avais mal au ventre. La seule position, c'était la position fétale sur un canapé qui m'allait. Et le cerveau qui part, mais en toupie. Genre pourquoi? Comment ça se fait? Ça sera toujours comme ça, ça sera toujours comme ça. Pourquoi? Ça sera toujours comme ça. Pourquoi? De toute mal. Après, quand tu repars en vacances, je peux te dire, t'as un peu l'appréhension. Genre, est-ce que ça va bien se passer ou pas? C'est là que t'as compris tes systématismes? Ça veut dire quoi? De remarquer la façon cyclique dont on fonctionne et des fois les mécanismes décisionnels. Par exemple, le fait qu'on fait tout le temps la même chose sans parfois s'en rendre compte parce que c'est dans des situations assez différentes. Ah oui, le clic, le cycle. Ouais. Chacun l'appelle d'une façon. Ouais. Et c'était quoi, toi, tes systématismes? C'est un peu profond pour moi, je t'avoue. Je pense pas que je saurais répondre à cette question. Ok. Tu penses que tu auras assez avec ta vie pour faire tout ce que tu as envie de faire? Ou est-ce que des fois tu te dis putain, j'ai pas assez de temps là? Ça, c'était une de mes angoisses premières quand je commençais. Je me dis, je ne peux pas mourir, je n'ai pas le droit de mourir. Il faut que j'aurai jamais le temps de faire tout ce que je veux faire dans ma vie et tout. J'ai mis de l'eau dans mon vin depuis. Parce que quand tu as une idée, tout devient prioritaire. Cette idée devient prioritaire. Elle est tellement kiffante, tellement ça est tellement un orgasme ton idée. Tu dis mais il faut absolument que ça existe. Et là tout ton futur tu le chamboules pour que cette idée elle existe. Et tu dis que tu as tellement d'idées. Et quand tu as plein d'idées, tu dis oh là là, j'aurai jamais le temps de ça. Car je ne suis pas immortel, car j'ai peur de la mort. Et ça te renvoie à la peur de la mort en fait, tout ça. Ça te renvoie vraiment à je ne peux pas mourir, faut pas que je meure. En fait, les idées sont le reflet de la peur de la mort. J'ai l'impression que d'ailleurs elles sont générées par la peur de la mort et que bizarrement tous les comiques ont peur de la mort et racontent ça, tu vois, et ont plein d'idées. Et que tous les auteurs, généralement, les artistes, en général, ont peur de la mort, mais un peu plus que la moyenne, et du coup, ils font en sorte de créer d'autres trucs. Donc, pour moi, en tout cas, c'était. Je sais pas si je peux me permettre de dire les artistes, d'ailleurs, c'est un peu péteux, mais pour moi, c'était la peur de la mort. Et en fait, de me rendre compte que maintenant, ça fait 15 ans que j'ai des idées, que j'écris et que je réalise des choses. Et de me rendre compte qu'un projet que tu as envie de faire n'est pas forcément celui que tu vas réaliser. Plusieurs fois, j'ai dit, je vais faire ça. C'est sûr, je vais le faire. Et encore, il y a 2-3 ans, c'est pas encore là, je vais faire ça. Et au final, tu fais autre chose et c'est mieux. Et que l'autre, il a besoin encore d'être digéré. Donc, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire dans ma vie, mais je trouve que j'ai déjà pas mal fait. Et je suis assez satisfait de ça déjà. Content de me dire, j'ai un petit mur en briques de trophées de ce que j'ai fait, d'avoir abouti déjà. Et j'espère que si je peux vivre encore 15 ans pour continuer à faire ça, c'est cool. Et puis si je peux vivre encore 30 ans derrière, ça serait hyper cool aussi. Là, en ce moment, c'est le spectacle, voilà. Et j'ai plein d'autres projets, mais j'ai appris maintenant aussi à devenir chef de projet et à travailler avec d'autres artistes. Et je travaille avec plein de jeunes artistes,
des jeunes auteurs, des trucs comme ça, et je leur confie des projets d'écriture. Je les drive un peu, tu vois, à ma manière, tu vois, et j'essaie de dire, bah voilà, ce serait cool qu'on aille dans cette direction, qu'on aboutisse à ça, à telle date. Je suis chef de projet maintenant et j'injecte de la créativité. Et je travaille beaucoup avec des jeunes artistes pour justement, parce qu'ils t'injectent énormément de nouvelles idées dans le monde, tu vois, dans la tête. Donc, plutôt que de paniquer, de me dire j'en fais pas assez, je veux dire, bah, je vais partager mes idées et travailler avec des gars et des femmes et peu importe. Ok, cool. Ben merci. Merci à toi. Vous pouvez retrouver Kian sur Twitter, Facebook et Instagram. Je mets tous les liens dans la description de ce podcast. J'y mets aussi toutes les références qu'on a pu faire à des humoristes, à des artistes, à des œuvres. Tous les noms sont listés. Kian sera bientôt en tournée un peu partout en France, en Belgique et au Luxembourg pour présenter son nouveau spectacle Une bonne soirée. Toutes les dates sont sur unebonnesoirée.fr et en attendant, vous pouvez toujours voir Pulsion au complet sur YouTube. Et puis j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast en tapant tout simplement Les gens qui doutent. Et si vous voulez être tenu au courant des prochains podcasts ou des autres podcasts que je fais, vous pouvez me suivre aussi sur Twitter, Instagram, Facebook en tapant Fanny Ruet. Bisous!